Mardi 23 novembre 2018, bienvenue à cette édition. Le Conseil régional du centre vole au secours des personnes vulnérables de la ville de Ouagadougou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé ce matin au lancement du projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Un projet qui, dans sa mise en œuvre, touchera 57 000 ménages au Burkina Faso en termes d'amélioration des conditions de vie. Plus de détails avec Jonas Tondé et Odetta Zongena. Le Fonds international pour le développement agricole FIDA intervient au Faso depuis 1981 où environ 14 projets ont vu le jour grâce à leur apport qui est évalué à hauteur de 276,7 millions de dollars. Ainsi, grâce à ces interventions, le projet d'appui aux micro-entreprises rurales a contribué à la création de 5277 emplois. Fort de ces résultats, le FIDA est pleinement déterminé à poursuivre son partenariat avec le pays des hommes intègres, d'où son soutien à la réalisation du présent projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFA qui vient d'être lancé. C'est un projet qui rentre dans le cadre du développement de notre politique nationale et surtout dans le cadre du déroulement de notre PNDS, puisque le projet intervient pour améliorer la qualité de l'alimentation et la qualité de la nutrition dans notre pays. Et surtout, c'est un projet qui fait la bonne part du côté des emplois, des jeunes et des femmes, et qui va permettre que nous puissions améliorer la capacité de ces jeunes et de ces femmes, et qui va permettre également que ces femmes et ces jeunes puissent avoir des revenus assez substantiels et qui leur permettent effectivement d'avoir une assise pour continuer le développement pour notre pays. Le secteur agricole emploie 80% de la population burkinabé, un taux fort important qui suscite la détermination du FIDA à accompagner le pays dans son processus de transformation des zones rurales. Comme M. le ministre a dit, c'est un projet très important pour la coopération entre le FIDA et le gouvernement de Burkina Faso. Le projet, c'est de 71 millions de dollars américains pour être implémenté dans les zones rurales plus importantes du Burkina. On espère que l'impact va être mesuré de manière précise et on va aider le gouvernement à éliminer le chômage dans le secteur rural, spécialement pour les populations jeunes et pour les femmes. Et on commence l'année prochaine le cycle qu'on appelle le FIDA 11. Les acteurs des filières riz, maraîchage, sésame et niébé, des régions des hauts bassins, des cascades et de la boucle du Mouhoun sont les grands bénéficiaires du projet. À terme, le projet devra toucher 57 000 ménages, dont 27 500 ménages producteurs et 27 000 ménages à travers la création ou la consolidation des micro-entreprises rurales. Je vous le disais en titre, le conseil régional vole au secours des orphelins du village SOS Enfants de Post-Logo, de l'hôpital Yalga de Ouedraogo et de celui de Tenganogo. Les prisonniers de la maison d'arrêt et de correction des armées et celui de Ouagadougou n'ont pas été mis en reste de cette opération. Un don de vivres d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Plus de détails avec Moïse Kinda. 1,5 tonne de riz, 1 tonne de maïs, une demi-tonne de petit mil et 1 tonne d'huile. Au total, 4 tonnes de denrées alimentaires réparties dans 5 sites. À la MACA pour les forces de défense et de sécurité, au centre hospitalier universitaire Yalagodo Ouedraogo, au centre hospitalier universitaire de Tenganogo, à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et au village d'enfants SOS est le don du conseil régional du centre. Je dis que ce don vient vraiment à point nommé parce que nous avons beaucoup d'enfants qui doivent être nourris quotidiennement et de façon qualitative. Vraiment, mais personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça vienne d'une structure nationale. Et comme je disais dans mon mot, SOS Burkina Faso est soutenu presque totalement par l'extérieur. Et nous pensons comme un ministère en charge de la sécurité nationale et de la famille, nous pensons que les personnes physiques et les personnes morales burkinabées doivent prendre conscience qu'il y a des enfants en situation de détresse et chacun, avec sa petite contribution, peut
on peut soulever des montagnes avec cela. Du village d'enfants SOS à Polosro, en passant par le centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo et du centre hospitalier universitaire de Tenganogo, le témoignage est le même. Ces dons sont les bienvenus. Merci beaucoup. Nous sommes animés d'un sentiment de satisfaction et de grande joie. Parce que comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention, tout le monde pense que nous sommes un hôpital de bourgeois. Donc généralement, on ne pense pas que des personnes en situation de vulnérabilité nous fréquentent. Or, nous recevons tous les jours des personnes indigentes que nous prenons en charge, qui n'arrivent pas souvent à se prendre en charge. Et c'est vraiment l'occasion pour moi de dire merci au président du conseil régional et aux conseillers d'avoir vraiment pensé à notre établissement, parce que ça n'arrive pas tous les jours. À la souffrance des malades de l'hôpital Yalagado et de bien vouloir donc nous remettre plus de 100 sacs de vivres divers, de l'huile et d'autres ingrédients pour que nous puissions soulager nos patients. Donc c'est vraiment un mot de remerciement parce que c'est un élan de solidarité que le conseil régional a marqué pour que nous sachions que nous sommes le même peuple, nous sommes les mêmes personnes. Quand ils ont un peu de moyens, ils peuvent nous aider. Et nous ne manquerons pas de toujours revenir vers eux pour demander davantage dans la mesure du possible pour soulager les patients. Parce que le patient, c'est qui? C'est tout le monde. C'est vous, c'est moi. C'est une question soit de temps, c'est une question de conditions physiques. Tout le monde peut se retrouver malade, tout le monde peut venir à Yalagado. Et selon le président du conseil régional du centre, s'il disposait encore de moyens, il n'hésiterait pas à faire un tour dans ces différents centres dont le besoin est aussi crucial. L'élan de solidarité et de compassion doit être récurrent à l'égard des personnes vulnérables. Et toutes les structures que nous avons citées, y sont logées des personnes vulnérables. Également, c'est des endroits où je ne souhaite pas, chacun de nous peut s'y retrouver. Et malheureusement, quelquefois, on les oublie. Donc c'est pour nous une assistance à ces personnes-là qui, à tort ou à raison, pensent qu'elles sont exclues de la société, qu'il n'y a pas une attention particulière à leur égard. Également, pour ce qui est des structures sanitaires, vous savez qu'une chose est de payer les médicaments pour sa santé, mais une autre chose, c'est de pouvoir s'alimenter. Et vous prenez des gens qui doivent rester un temps à l'hôpital, et qui mettent tout leur argent au niveau des ordonnances, mais qui ne peuvent pas s'alimenter. Donc nous avons pensé qu'il était quand même intéressant de les accompagner modestement en alimentation. Et il y a la structure spécifique qu'est l'AMACA. Et vous savez que de nos jours, notre pays traverse des situations d'insécurité qui malheureusement débouchent sur des décès des forces de défense et de sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, l'Association des régions du Burkina et l'Association des municipalités du Burkina ont fait une déclaration pour demander aux collectivités d'accompagner dans la mesure de leurs possibilités les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est dans cette dynamique que s'inscrit le Conseil régional du centre pour accompagner les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité. Les premiers responsables des structures bénéficiaires n'ont pas hésité à lancer un appel à toute bonne volonté, soit individuelle ou collective, à passer les voir. Nous ouvrons la page de l'actualité hors de chez nous. C'est une campagne électorale à haut risque qui a été lancée en République démocratique du Congo après 2 ans de report. Après 2 ans de report, d'attente et de tension, c'est une campagne électorale à haut risque qui s'ouvre en République démocratique du Congo pour la tenue d'un triple scrutin, présidentiel, législatif et local. 21 candidats briguent la succession du président Joseph Kabila, resté 18 ans au pouvoir. Le chef de l'État a lui choisi son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari. Une candidature qui divise. Cet ancien ministre est proche du président et considéré comme l'un des responsables de la répression dans les manifestations anti-Kabila. Moi, président, je m'engage à 1. Approfondir et poursuivre les réformes des forces armées, de l'ordre et de la sécurité par l'application stricte des lois existantes. Pour faire front, l'opposition avait choisi un candidat commun, Martin Fayoulou, fer de lance de la mobilisation contre un 3e mandat de Kabila. Accueilli en héros à Kinshasa, je rends grâce à Dieu et je remercie le peuple congolais.
Il devra finalement faire sa campagne sans deux poids lourds de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui font finalement cavalier seul. Les défis pour la tenue d'élections crédibles le 23 décembre prochain sont immenses dans ce pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. La Commission électorale nationale indépendante doit d'ores et déjà faire face à des suspicions de listes électorales et de machines à voter truquées. Un début de campagne également perturbé par la double menace au Nord Kivu. La région doit faire face à des attaques de groupes armés et une épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 200 morts. Et puis en Tunisie, des fonctionnaires manifestent contre l'inflation. Le pouvoir d'achat est la principale revendication des manifestants. Les fonctionnaires tunisiens en colère. Ce jeudi, des manifestations d'ampleur ont eu lieu dans toute la Tunisie, comme ici à Tunis, où le rassemblement a eu lieu devant le Parlement. L'appel à la grève générale lancé par le syndicat UGTT a été très suivi. Ce dernier estime que 90% des 800 000 fonctionnaires que compte le pays ont participé au mouvement. Principale revendication, le pouvoir d'achat, alors que la Tunisie connaît une forte inflation de 7,5% qui impacte fortement le budget des ménages. La chute du dinar et le chômage persistant au-delà de 15% pèsent aussi sur l'économie tunisienne. Le gouvernement nous parle aujourd'hui d'augmentation de salaire, mais nous ne réclamons pas des augmentations de salaire. Ce que nous voulons, c'est une véritable augmentation du pouvoir d'achat. Avec ce mouvement, le chef du gouvernement Youssef Chahed, aux affaires depuis 2 ans, fait face à son premier vrai test. Lié par des prêts consentis par les bailleurs de fonds internationaux, le pays a peu de marge de manœuvre. La sortie de crise pourrait être déterminante dans les résultats des prochaines élections présidentielles et législatives prévues l'an prochain. Nous faisons un zoom dans cette édition sur les conditions des réfugiés de l'île de Moria en Grèce. Ils vivent dans des conditions assez précaires. Suivez cet élément pour plus de détails. L'averse n'a duré que 20 minutes, mais cela a suffi pour inonder plusieurs tentes et déverser des torrents de boue dans le camp. Les réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce vivent toujours dans des conditions déplorables. Farishta est arrivée d'Afghanistan il y a 4 mois avec son mari et ses 2 filles. Nous vivons dans une tente, dit-elle, qui n'est pas assez grande pour nous protéger tous. Quand il pleut, l'eau coule à l'intérieur et nous ne pouvons plus dormir. Notre vie est pleine de difficultés. Nous devons faire la queue pendant des heures pour le médecin. Quand on va chercher de la nourriture aussi, on perd notre temps, car ça prend des heures. À côté du camp de réfugiés où les journalistes ne peuvent pas rentrer, se trouve une colline sans électricité ni chauffage que les migrants appellent la jungle. C'est là qu'Ashikula a dû s'installer. Il était acteur en Afghanistan qu'il a quitté à cause de la pauvreté et de la violence. J'aimerais travailler à nouveau dans l'industrie du cinéma, mais je n'ai pas vraiment de préférence ni de choix. Je veux travailler pour nourrir mes 2 fils. Je veux qu'ils étudient. Obtenir un emploi, c'est le plus important pour moi. Tous les réfugiés de Moria posent la même question. Quand allons-nous quitter cet endroit? Beaucoup semblent avoir abandonné même le rêve d'une nouvelle vie en Europe. Maintenant, ils demandent seulement à être transférés sur le continent où ils espèrent trouver des conditions de vie décentes. Et puis 3 jours après l'arrestation de Carlos Ghosn, les ministres japonais et français en charge de l'économie se sont rencontrés à Paris afin de réaffirmer leur soutien au groupe Renault et Nissan. 3 jours après l'arrestation à Tokyo de Carlos Ghosn, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire et son homologue japonais Hiroshige Seko se sont rencontrés à Paris pour réaffirmer leur soutien à l'alliance entre Renault et Nissan. Aujourd'hui, le groupe industriel traverse des turbulences qui sont liées à cette affaire. Ces turbulences ne doivent pas fragiliser l'alliance, elles ne doivent pas fragiliser les centaines de milliers d'emplois qui sont dans cette entreprise industrielle qui, je le rappelle, est le premier constructeur automobile mondial. Donc il était utile d'avoir cette discussion avec le ministre de l'économie japonais et essentiel que nous rappelions tous les deux, comme nous l'avons fait, avec beaucoup de clarté et avec beaucoup de force, que le gouvernement japonais comme le gouvernement français sont attachés à l'alliance entre Renault et Nissan.
De son côté, le patron par intérim de Renault, Thierry Bolloré, a publié un message sur son compte Twitter où il garantit la pérennité de l'alliance entre les deux constructeurs. Dans cette situation particulière, je veux que vous sachiez que notre groupe est parfaitement organisé pour assurer la continuité de l'entreprise. Je veillerai à garantir cette stabilité et à garder le cap sur nos missions, préserver les intérêts du groupe Renault et la pérennité de l'Alliance. Ces déclarations interviennent quelques heures après le limogeage de Carlos Ghosn de son poste de président de Nissan alors qu'il est poursuivi pour malversation. Selon des rumeurs relayées par la presse japonaise, des dirigeants du groupe Nissan souhaitent renforcer le rôle du constructeur japonais dans l'alliance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger protège ses brebis du danger. À l'orée de cette fin d'année et de la fin des temps annoncée par la parole de Dieu, nous qui sommes les brebis de Christ, nous en appelons à la protection divine. Dans les psaumes, le numéro 91, les versets 9 et 10, le psalmiste déclarait ceci: « Tu es mon refuge, ô Éternel, et à toi qui fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Faisons donc du Très-Haut notre refuge, car a-t-il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. La fin des temps n'étant pas encore totalement accomplie, cela signifie que l'Éternel est toujours avec nous. Ainsi s'achève cette semaine, j'ai été ravie de vous la présenter. Je vous retrouve très prochainement. Bonsoir chez vous.